Salut et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du non-désir ou du désir d'enfant. C'est parti. Elle devient quoi alors? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants? Eh bien, j'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez. Les a maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir? Je m'appelle Laura et je vais à la rencontre d'êtres humains pour leur poser la question. Et toi, t'en veux des mômes? Pour ce 14e épisode, que vous avez choisi via les réseaux sociaux, vous allez entendre Raphaël, 30 ans, vous parler de sexualité et d'asexualité, de non-désir d'enfant, de rapport au corps, de genre et de stéréotypes de genre. Cet épisode a été possible grâce aux dons Tipeee de Jerry B, Marine, Roxane, Johanna, Atinaïs et Alexandra. Merci infiniment et bonne écoute. Donc, je m'appelle Raphaël. Sur les internets, je me surnomme Sweetberry. J'habite près de Paris. J'ai 30 ans. Et je suis graphiste, freelance, vidéaste, illustratrice, streameuse. Et on s'arrête là. Pour commencer. Non, je fais beaucoup trop de choses dans ma vie. C'est un petit peu mon problème. Et quoi dire de plus? Bah rien. Enfin voilà, c'est ça, ma vie. Donc j'ai une famille très très cool. J'adore mes parents, j'adore ma sœur, donc j'ai aucun problème en fait de famille. J'ai une enfance plutôt heureuse, j'étais moyenne en classe. Pas de problème avec mes parents, qui étaient très cool parce qu'ils m'ont donné une éducation non genrée. Donc si je voulais des petites voitures, j'avais des petites voitures. Si je voulais des poupées pour leur arracher la tête, j'avais des poupées pour leur arracher la tête. J'avais le droit de tout faire. Si je voulais dessiner, je dessinais. Si je voulais faire du piano, je faisais de la guitare, parce que je faisais de la guitare en vrai. Mais j'avais le droit, en fait, ils me laissaient tout faire. J'ai fait du tennis, j'ai fait du judo, donc des sports plutôt virils, comme on dit. Alors, par contre, si, le seul truc de mon enfance, c'est que j'étais ce qu'on appelle une fille qui n'aime pas les filles. Genre, j'avais un mauvais a priori de mon propre genre. Donc j'aimais pas le rose, j'aimais pas les dauphins, j'aimais pas les papillons, j'aimais pas la danse. Enfin, je comprenais pas pourquoi on avait collé toutes ces étiquettes en fait sur les meufs. Je voyais pas le rapport entre mon genre et tout ce qu'on me collait là, le rose, le girly, les Barbie. Ça me paraissait improbable. Enfin, je voyais pas le rapport entre moi et ça. Mais après, quand est-ce que je me suis rendu compte peut-être parce que j'ai grandi, que quand tu grandis, t'as plus de jouets rose et bleu. Donc t'as moins cette question de genre et tu peux peut-être réfléchir plus à finalement le rose n'est qu'une couleur en fait, il n'y a pas besoin de s'énerver dessus. Tu prends conscience que t'es pas obligé d'être dans le même état d'esprit que les gens qui font ça en fait, c'est-à-dire tout mettre dans des cases. Tu peux aimer le rose et être un garçon. C'est juste qu'on a voulu nous imposer ça, c'est nul, mais j'ai fait avec. Je me prenais peut-être plus pour un garçon quand j'étais petite, ou peut-être neutre garçon. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réappris à apprécier le genre féminin. Et donc maintenant, je serais plutôt neutre avec parfois du féminin et assez peu de masculin. Donc voilà, ça fluctuerait, donc je serais peut-être gender fluide. Je serais plutôt les pronoms IL ou AL ou des choses comme ça, parce que je trouve ça joli en fait à la sonorité. Mais si on m'appelle elle, ça me dérange pas en fait. Si on m'appelle il, des fois, ça me dérange pas du tout non plus. Je sais que j'ai un passing féminin, donc ça va être féminin qui va sortir plus vite, et ça me dérange pas. Mais si on me prenait pour un garçon sur un chat, ça me dérange pas certains jours. Des fois, je rectifie en disant je suis elle. Des fois, je rectifie pas parce que je m'en fiche. Enfin, voilà. En fait, je suis assez libre là-dessus. Je me suis rendu compte de tout ça, de ce genre un peu fluide, très récemment. Avant, j'étais plutôt femme parce que c'était comme ça qu'on m'avait défini et puis j'avais pas réfléchi à la question. Mais plus j'y pense, en fait, plus je me rends compte que dès l'enfance, en fait, je me sentais... Enfin voilà, j'avais déjà changé de genre sans même m'en rendre compte. Même si mon corps me dérange pas, j'avais l'impression d'être plus masculine que féminine. Après, j'ai appris à être féminine, et maintenant, je m'en fiche un peu de tout ça, en fait. Avec ma sœur qui a 2 ans de moins que moi. Au début, quand elle est née, je l'aimais pas trop, parce qu'elle rentrait dans ma vie. C'était pas possible, c'était mes parents. Mais après, j'ai appris à l'aimer. En fait, elle était hyper réelle. Genre, je le fais parce qu'on m'a raconté ça, qu'elle était vraiment dingue de moi. Genre, j'étais son idole et elle me suivait partout et donc ça devait m'énerver. Et au bout d'un moment, ma mère m'a dit « Mais tu te rends pas compte comment ta sœur elle t'aime et tout ?» Et je crois que ça a switché dans ma tête.
Et à partir de là, j'ai commencé à l'apprécier. Et on jouait tout le temps ensemble, on créait des histoires ensemble. Même quand on s'engueulait, après on rigolait comme des bananes parce que elle avait fait une bêtise et que ça me faisait rire, donc voilà, on cassait la gaze comme ça. Maintenant, elle est partie vivre à Nantes et je suis un peu triste parce que je l'adore, donc j'aimerais bien la voir plus. Enfin, moi en tout cas, je l'adore, donc je serais prête à faire des kilomètres pour elle. Voilà. Et elle a une enfant. Elle a eu une petite fille en 2016. Qui est très cool aussi, et j'apprends à découvrir les enfants grâce à elle, parce qu'on n'a jamais eu d'enfants en fait dans notre cercle. On n'a pas de tante, on n'a pas d'oncle, donc on n'a pas de cousins et cousines, on ne sait pas ce que c'est. Mes parents avaient peu d'amis, donc peu d'enfants aussi proches, ou soit ils avaient nos âges, donc on ne sait pas ce que c'est plus bas. Donc j'apprends ce que c'est un enfant, à quel âge il faut leur dire telle chose. Donc j'apprends à comprendre comment elle fonctionne. Là c'est bien, elle a 4 ans. C'est cool, elle parle, elle comprend ce qu'on lui dit, elle écrit, elle est marrante, elle me fait marrer. Donc voilà, je découvre ça avec ma sœur et ma nièce. Mes parents, je pense qu'ils sont inversés dans leur genre. Je pense que mon père est plus féminin et ma mère plus masculine. Et c'est ce qui a fait que leur éducation était assez non-genrée. Parce que mon père n'était pas dans la virilité, dans la force, dans ce genre de truc. Il nous a appris à dessiner, il est poète à ses heures. Après, il est très très bon en sciences aussi, donc il a ce côté aussi intellectuel. Mais il y avait beaucoup de côté artistique, ce qu'on dit un peu plutôt féminin. Et ma mère, elle, c'est l'inverse. Quand moi j'ai eu 10 ans, elle s'est remise à travailler pour elle. Enfin, elle était toujours prof, elle est prof. Mais elle a commencé à faire de la recherche à partir de 10 ans parce qu'elle a considéré que c'est bon, on était éduqués. Enfin, elle pouvait reprendre sa carrière en gros. Et depuis, elle est très connue dans son domaine. Elle a un petit peu le caractère, enfin pas le caractère PDG, mais il faut qu'elle y aille avec les muscles pour se faire voir de ses autres collègues masculins. Enfin, c'est une femme, dans ce milieu-là, c'est pas évident. Donc elle est plutôt masculine. En plus, elle est très intellectuelle parce qu'elle fait de la recherche universitaire, donc elle a un gros bagage, elle aussi, de connaissances. En seul truc artistique, je pourrais voir le piano. Elle a fait du piano, donc c'est ça qui a donné l'envie à ma sœur de faire du piano. Moi, j'étais plutôt guitare. Par contre, le truc cool avec ma mère, c'est qu'elle adore voyager. Donc ça m'a appris les voyages et tout, à profiter des moments de la vie, etc. Mon père, moins, lui, il est casanier. Donc ça nous donne vraiment 2 visions différentes. Et je trouve qu'ils sont pas dans leur rôle habituel, en fait. Enfin, le rôle modèle qu'on voit souvent à la télé, la mère plutôt câline, et le père plutôt les punitions, faire travailler les enfants, tout ça, c'est pas trop ça chez nous, quoi. C'est même plutôt l'inverse. Donc mes parents, en fait, se sont mariés, je crois, juste avant que je naisse. Et ensuite, ils ont divorcé quand j'avais 7-8 ans, je crois. Parce que justement, à cause de ce problème de ma mère aime voyager et mon père est casanier, ça collait pas du tout entre eux. Ils ont eu un petit moment où ils s'aimaient pas du tout, où ils se détestaient. Ils s'aimaient plus, en fait, et c'était ça qui était dur. C'était parce qu'ils s'engueulaient, en fait. Après, vivre chez l'un, chez l'autre, ça me dérangeait pas, vu qu'ils habitaient à 1 rue d'écart, enfin, vraiment pas loin. Je restais chez mon père que le week-end, je crois, et le reste du temps chez ma mère. Ou un week-end sur 2, je sais plus. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est d'un commun accord qu'ils ont décidé ça, mais c'est juste qu'ils s'engueulaient, en fait. C'était juste ça qui allait pas. Mais ensuite, ils sont redevenus amis. Donc mon père a emménagé de l'autre côté de la gare, parce qu'on habitait près de la gare pendant très longtemps. Puis ensuite, à 1 rue de chez nous, lui, il passait manger de temps à autre, on faisait des week-ends ensemble. Et là, récemment, ils se sont remariés. Donc là, il y a moins de 6 mois, ils se sont remariés. Pour je ne sais quelle raison, peut-être financier, je pense que c'est financier. Mais c'est marrant parce que vraiment, ils sont meilleurs amis, mais ils peuvent pas vivre ensemble. Donc mon père va réacheter une maison près de ma mère qui habite à Reims. Il va retourner vivre à côté d'elle. Mais genre, vraiment, s'ils prennent la maison que j'ai visitée récemment, c'est vraiment à 3 maisons d'écart, quoi. C'est vraiment, ils peuvent se voir de leur jardin presque, donc c'est improbable. Mais ouais, c'est marrant. Cette relation, en fait, où... je sais pas s'ils sont... Je pense qu'ils se sont aimés. Enfin, ils s'aiment d'une certaine façon, en fait, plutôt amicale. Ils ont réussi à faire des enfants. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je n'ai jamais posé la question pourquoi ils avaient envie d'enfants. Et en fait, ils n'ont pas les caractères pour vivre ensemble très longtemps, mais ils s'aiment quand même pour faire des activités ponctuelles. Là, justement, j'ai passé le week-end avec eux. On a gardé ma nièce ensemble. Donc voilà, ça se passe bien, mais à petite dose, on va dire. Donc c'est drôle.
Ça me fait rire comme relation. Ça, par contre, c'est un modèle pour moi. J'aimerais bien avoir un partenaire ou une partenaire avec qui je suis amie, en fait. Bah, c'est aussi dû à ma sexualité, mais... mais ouais, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui je suis amie, et on peut faire des trucs ensemble, et voilà, avec une certaine notion de liberté aussi. Alors, en gros, ma sexualité, ça a été un peu chaotique quand même. Je suis pour l'instant hétérosexuelle. Enfin, en tout cas, toutes mes relations étaient hétéro. Alors, je pense que je peux être biromantique, mais je l'ai jamais testé. En fait, c'est ça, j'ai jamais eu d'expérience, donc je sais pas en fait si je peux me déclarer comme ça. Mais dans mon imaginaire, je me vois bien biromantique. Après, je sais pas du tout pour la sexualité, justement. Donc, j'ai eu 2 ex. Mon premier ex, c'était à 16 ans, et mon deuxième vers 18-19, je pense. Donc, j'étais amoureuse au début, mais je ressentais pas forcément l'envie de coucher avec les gens. Ça, c'est resté, en fait. Je n'ai pas envie de faire l'amour avec les gens. Donc avec le premier, donc j'ai découvert ce que c'est la sexualité. En plus, ça me faisait mal, donc ça donnait pas très envie de faire du sexe. Mais il paraît que... Enfin, à l'époque, j'avais les clichés comme quoi il fallait faire au moins 2 fois par semaine, sinon t'étais une mauvaise meuf. Donc voilà, donc je me suis pliée au diktat de la sexualité pendant très longtemps. Maintenant, j'ai appris que c'est en fait du viol conjugal, puisque quand t'as pas envie, normalement tu ne fais pas, et à force de... Quand tes copains te disent « Ah si, mais si, vas-y, allez, on le fait pendant 20 minutes, ou 30, ou 40, ou 1 heure », et tu cèdes en fait. Après, quand j'ai découvert la sexualité, j'ai découvert que ça va avec en fait, parce que quand t'as jamais envie de faire l'amour, si ton partenaire lui a envie, t'es un peu dans la merde en fait. Et donc j'ai eu 2 ex, et depuis j'ai plus personne, parce que ça me manque pas en fait. Tout l'amitié ou tout ce que je ressens comme amour, en fait, je peux le donner à mes amis. Et à part avoir un partenaire qui comprendrait vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire ne pas avoir envie de coucher ou de temps à autre, mais c'est vraiment comme une comète, quoi. Ça passe dans le ciel puis ça disparaît tous les 4e du mois. À part ça, j'ai pas envie d'être en couple, en fait, parce que à cause de ça, en fait. Je sais pas, sur 3 ans de relation, j'ai dû lancer l'initiative peut-être 1 ou 2 fois. Et vraiment, à ces moments-là, je me trouve bizarre. Enfin, là, je comprends ce que ça veut dire avoir du désir, mais comme je dis, ça passe comme une comète, en fait. C'est pas régulier, je sais jamais quand ça va tomber, et souvent ça tombe jamais, donc ouais, ça se prévoit pas, ça non plus. C'est pas un plaisir, c'est clairement pas un plaisir. Des fois, ça l'est, mais c'est pas tout le temps un plaisir, et il faut que je me force quand même pour commencer, en fait. C'est une corvée au début, et après, ça peut être bien, après, ça peut être chiant, en fait. Je sais jamais sur quoi je vais tomber, en fait. C'est ça qui est horrible, c'est que ça dépend. Des fois, c'est la pénétration qui m'ennuie. Des fois, c'est les préliminaires. Alors, me masturber seule, ça me dérange pas. Enfin, ça me fait kiffer, en fait. Je kiffe bien ça. Mais par un autre, ça me dérange. Voire même le cunnilingus me fait chier, en fait. Enfin, ça m'irrite plus qu'autre chose, en fait. Mais alors, je sais pas si c'est parce que j'ai un clitoris très sensible et donc il faut quelque chose par-dessus, ou si que j'ai pas envie, en fait, ou mon corps se rétracte, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'ennuie. Après la fellation, des fois j'ai envie de faire une fellation. Je sais pas pourquoi. Des fois, t'es là, t'es bon, d'accord. Par contre, tout ce qui est... Mais c'est ça, en fait, mon problème, c'est que tout ce qui est câlin, où je sais que ça va rester câlin, ça, j'aime bien. Ça me dérange pas, genre les massages, les trucs. Mais il faut pas que ça devienne érotique, en fait. C'est ça qui me dérange. C'est qu'on sait jamais... Quand c'est pas ta mère ou ta sœur, tu sais jamais si ça doit aller plus loin ou pas. En fait, il y a toujours une ambiguïté qui me dérange dans le toucher. C'est que tu sais jamais dire non, en fait, moi, je veux juste un truc amical, en fait. Et ça, le truc amical, ça me dérange pas du tout. Enfin, ça dépend des moments, ça dépend à qui. Mais ça me dérange pas, de manière générale. Et l'embrassade, enfin, s'embrasser, par exemple, c'est déjà du sexe pour moi. Par contre, ça, je trouve ça cool avec quelqu'un que j'apprécie et qui m'apprécie, parce que sinon, non. Mais voilà, c'est très compliqué. C'est à cause de l'ambiguïté, en fait, toujours l'ambiguïté. L'attirance ou orientation sexuelle et romantique sont 2 choses différentes. Il est possible que ça ne soit pas le cas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, les attirances sexuelles et romantiques ne coïncident pas. Certaines personnes n'ont besoin que d'un seul mot pour expliquer leur attirance ou orientation. D'autres ont besoin d'être plus précises, et les 2 sont légitimes.
L'orientation sexuelle définit nos attirances sexuelles, en gros, vers quel genre on est attiré ou pas. L'orientation romantique définit nos attirances romantiques, vers quel genre on est romantiquement attiré ou pas. Le terme allo, diminution d'allo romantique ou allo sexuel, englobe les personnes qui ressentent de l'attirance sexuelle et ou romantique. Le terme ace est la diminution d'asexuel, mais il inclut une personne qui se situe dans le spectre de l'asexualité. Il se décline donc sur tout un spectre entre asexualité et sexualité, ce qu'on appelle grey sexualité ou agri. Les personnes asexuelles ne ressentent pas ou peu d'attirance sexuelle, pas ou peu d'intérêt pour l'acte sexuel. Les personnes demisexuelles ne ressentent pas d'attirance sexuelle pour d'autres personnes, à moins qu'un lien fort ait été formé avec celle-ci. Les personnes graysexuelles ressentent peu d'attirance sexuelle ou n'en ressentent que dans des circonstances particulières. Le terme aro est la diminution d'aromantique, mais il est également un terme parapluie pour les personnes dans le spectre aromantique. Les personnes aro ne ressentent pas ou peu d'attirance romantique ou dans des circonstances particulières. On peut être aro ou ace, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, à des degrés différents, et cela peut aussi varier. Donc je suis pas aromantique, c'est-à-dire que je peux tomber amoureuse facilement en plus. Je pense que je suis plutôt demisexuelle, asexuelle. C'est entre mon dernier ex et maintenant que j'ai découvert la sexualité. Et j'étais ravie de découvrir ce mot, j'étais ravie de voir que j'étais pas seule, que j'étais pas une bizarrerie de la nature non plus, enfin que j'étais pas anormale en fait. Enfin, il y a des gens comme moi, ça existe, c'est trop bien de découvrir ce mot. Mais après, je ne sais pas comment gérer ça en fait. C'est une question que je me pose maintenant après avoir fait tout ce chemin et travaillé là-dessus. Comment je serais en couple en fait? C'est compliqué, ça remet en cause plein de trucs. Tu te dis, bah je suis pas assez, et effectivement, t'es pas assez dans les normes, puisque t'as jamais envie. Donc tu comprends que l'autre va voir ailleurs pour assouvir son propre désir. J'ai appris ça avec mon deuxième ex, qui m'a expliqué que lui, il trompe pas les gens parce qu'il a envie de les tromper, il les trompe parce qu'il a envie d'aller coucher avec quelqu'un. Et c'est pas contre toi en fait, c'est vraiment, il a envie de coucher avec quelqu'un, il y va. Et en fait, j'ai appris ce que c'était la tromperie dans ce sens-là. Donc maintenant, intellectuellement, ça me paraît logique. Je me dirais, bah en fait, il a juste envie d'aller voir ailleurs, et puis il revient et il m'aime quand même, en fait. C'est vrai que ça apaise, en fait. Tu te dis, bah il m'aime quand même, il a des désirs, il y va, il revient et tout se passe bien. Mais j'en sais rien si je serais pas encore jalouse, parce que j'ai été quand même très 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 jalouse. Enfin, je suis quelqu'un qui aime bien garder les choses. Enfin, quand j'aime quelqu'un, j'aime bien qu'il soit avec moi, quoi. Donc je sais pas s'il me faudrait quelqu'un qui est comme moi, qui ait pas de désir. C'est vrai que ça serait plus simple. Je me dirais, j'avais besoin de m'inquiéter, qu'il soit avec quelqu'un ou n'importe qui, enfin du même genre ou pas du même genre d'ailleurs, enfin peu importe. Je sais qu'il ira pas voir ailleurs. C'est vrai que ça m'apaiserait beaucoup plus, mais pour l'instant j'ai très peu de représentations asexuelles qui se passent bien. J'en connais pas en fait, je connais très peu de gens en couple qui sont ace. Mais je sais pas, c'est des questions auxquelles je me pose beaucoup. Est-ce que ça me ferait, est-ce que ça irait qu'il aille voir ailleurs et qu'il revienne quand même? Est-ce que je pourrais le supporter? Est-ce qu'il va rester avec moi quand même après? Est-ce que ça le dérangerait que j'ai jamais envie? Parce que ça peut aussi remettre en cause sa virilité ou sa féminité, si je la trouve jamais désirable. Ce qui est faux en fait, je trouve les gens beaux, mais pas au point d'aller coucher avec. C'est toujours ambivalent aussi. Mais il y a beaucoup de gens que je trouve extrêmement beaux, et ça allume rien chez moi, mais je les trouve quand même désirables intellectuellement en fait. Enfin, je sais qu'ils sont beaux. Donc voilà, ça peut aussi casser leur propre vision d'eux-mêmes, je ne sais pas. Enfin, il y a beaucoup de questions en fait, beaucoup de questions pour moi et pour eux en fait. Alors mon désir d'enfant, de base, je n'en ai pas. Même quand j'étais petite, j'ai eu une fulgurance un jour en attendant le train, vers mes 16-17 ans, en me disant tu n'auras jamais d'enfant. Alors, on va savoir pourquoi j'ai pensé ça à ce moment-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je me suis dit, et pour l'instant, avoir un enfant, pour moi, il faut quand même quelqu'un avec.
Donc il me faut un partenaire ou une partenaire. Parce que tout seul, c'est quand même compliqué. Donc ça serait ça. Après, je vois avec ma nièce que j'ai pas... Même si je l'aime bien, ça me donne pas envie d'avoir un enfant, c'est horrible à dire. Mais ouais, ça me donne pas spécialement envie plus que ça en fait. J'aime bien être la tante, mais être mère, je sais pas. Voilà. Et après, il faudrait coucher pour un moment. C'est comme ça qu'on fait. Et oui, on avait parlé de l'adoption aussi. Mais comme en France, c'est hyper compliqué, je sais pas si j'aurais envie non plus de galérer pour ça en fait. Si la question devait se poser, ça serait si j'ai quelqu'un avec moi dans ma vie depuis assez longtemps, qu'on est stable et qu'on a tous les deux envie en fait. Et en plus, le fait d'être enceinte me fait demi-peur, on va dire. En fait, c'est le gros ventre bien tendu qui me fait très très peur, comme s'il allait exploser. Mais je sais pas pourquoi, j'imagine toujours que j'aurai pas de chance, donc ça va être une grossesse infernale. Donc voilà, ça donne pas envie non plus. Mais c'est pas la grossesse, c'est plutôt l'accouchement. Moi, j'ai extrêmement peur de l'accouchement. Pourtant, j'ai beau me dire qu'1 milliard de femmes sont passées par là. Non, c'est pas possible en fait, c'est horrible de se dire qu'un bébé beaucoup trop gros va passer par là. Plus la souffrance et la douleur qui va durer 1000 ans. Je pense que c'est aussi parce qu'on m'a raconté que comme j'avais mis 1 jour à naître, pour moi en fait c'est l'idée que j'ai des naissances, c'est compliqué. Mon père aussi est né étranglé. Enfin, il est sorti avec le cordon ombilical autour du cou, donc c'est pas une naissance glorieuse non plus. Ma mère, je ne sais pas, je me souviens pas comment elle est née. Ma sœur, ça s'est très bien passé. Là, par contre, c'est l'inverse. Elle est sortie d'un coup. Et par contre, quand ma sœur a accouché, elle m'a raconté qu'elle avait lu plus tôt que les épaules, c'est le pire moment de l'accouchement. Et donc, quand l'infirmière lui a dit « c'est bon, la tête est passée », elle a fait « non !» et elle a poussé d'un coup et sa fille est sortie. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Mais en même temps, je me dis « mon Dieu, mais c'est vrai, les épaules, c'est beaucoup trop large. Comment ça passe ?» Et ça me dégoûte. Donc voilà. C'est plutôt l'accouchement qui me dégoûte plutôt que la grossesse. Mais ça reste quand même compliqué dans ma tête, tout ça, quoi. Alors, une vie sans enfant, bah, je la vis déjà, donc c'est pas besoin d'imaginer. Je vis plutôt pour mon métier actuellement. Ma famille déjà existante, parce que si ma sœur a besoin d'aide pour pour ma nièce, j'y vais, y a pas de souci. Ouais, voilà, c'est plutôt... en tout cas, mon épanouissement personnel d'abord. Tout le temps que j'aurais passé avec un enfant, c'est plutôt lié à mon... Enfin, moi, je préfère le mettre dans mon travail, parce que j'ai pas d'argent, donc sinon, ce serait les voyages, des trucs comme ça. Mais ouais, pour l'instant, actuellement, c'est mon travail. Et avec enfant... Oula. Bah déjà, il me faudrait quelqu'un. Enfin, il faut que je suis obligée d'imaginer un partenaire ou une partenaire. Ensuite, je pense que ça serait encore plus de fatigue que maintenant. Après, peut-être... Enfin, c'est là où je sais pas à quel point c'est formidable d'avoir des enfants. Parce qu'avec ma nièce, je l'ai ressenti un tout petit peu ce que ça peut être quand quelqu'un t'adore. Enfin, t'as l'impression que t'es tout pour lui ou pour elle. Donc ça, j'ai un tout petit peu ressenti. Donc je peux comprendre à quel point ça peut rendre heureux. Et en même temps, c'est beaucoup... Enfin, tu deviens encore plus responsable. Je suis responsable parce que j'ai une maison, j'ai un chat, je dois payer mes factures, etc. Donc je suis responsable. Mais en plus, s'occuper d'un autre être vivant qui est très 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 dépendant au début, c'est encore plus angoissant en fait. Enfin, c'est beaucoup de stress. Tu dois tout réaménager. Partir en voyage, ça devient compliqué. En fait, tout devient compliqué en fait. Tu peux plus partir en voyage tranquillement. S'il fait une crise dans un resto, bah ton resto est fichu. J'ai connu, puisque j'étais comme ça, enfant, je cassais tout. Je hurlais en permanence dès qu'on me sortait, donc vraiment, je suis la pire des meufs. Donc je compatis avec mes parents. Mais ouais, tout devient compliqué. Et en même temps, il doit y avoir des avantages que je ne connais pas. Donc ouais, je sais pas ce que ça serait une vie avec enfant. Ce désir d'enfant, je crois pas que j'en ai parlé de manière en mode je veux pas d'enfant ou j'en veux, ou peut-être un jour. On m'a jamais posé la question. C'est aussi un truc qui est cool dans ma famille, c'est qu'ils s'en fichent si t'es avec quelqu'un, ils s'en fichent si tu veux des enfants. Il y a juste ma mère qui a fait une réflexion en disant je vais finir vieille et j'aurai pas de petite fille ou petit-fils. Et ma sœur est passée, donc c'est bon, c'est réglé. Mais sinon, non, j'ai pas... Ils s'en fichent en fait, ils veulent que tu vives ta vie et puis c'est tout. Ils imposent rien en fait, et c'est bien. Même mes grands-parents n'ont jamais imposé quoi que ce soit. J'ai pas de réunion de famille gênante où alors, il est où ton copain ou elle est où ta copine? Non, il n'y a pas de tout ça, ils s'en fichent.
Peut-être qu'il y a des jours où je me dis « Ah, quand même », mais si je ressens ça, ça serait plus en mode « Je suis triste parce que si je devais finir vieille, j'aurais personne ». En fait, c'est juste... Et c'est très égoïste, en fait, de se dire ça. Mais c'est peut-être la seule réflexion que je me fais. J'ai pas d'envie de laisser un patrimoine ou... Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, un patrimoine génétique. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais j'ai pas d'envie de plus que ça, de laisser une trace ou d'enseigner quelque chose à des enfants. Ça serait juste, peut-être qu'il y aura personne qui viendra me voir, peut-être que mes amis seront morts, c'est horrible. Mais ouais, j'aurais pas de lignée qui viendrait me voir ou me visiter. Mais si je devais finir vieille, je me déplacerais vers ma sœur, je pense, pour aller l'embêter. Pour aller lui montrer mon nouveau dentier. Non, ouais, j'ai pas... Si j'ai cette réflexion, c'est vraiment que pour ça, en fait. Je sais pas pour l'héritage, de laisser un héritage génétique. En fait, j'ai pas... Je sais pas quoi dire. Parce que je sais pas ce que ressentent les autres quand ils ont envie de faire ça. Moi, j'avoue que mon ADN, bon, il est bien, mais je vois pas... Enfin, il y a rien de vital à le partager à quelqu'un d'autre. Je pense qu'à un moment aussi, il y a eu les noms de famille, les trucs comme ça. Bon, je serais la dernière de ma lignée... dans ma branche, mais c'est pas grave, de toute façon avec ma sœur on était déjà foutus. Non, ma sœur a réussi à... Enfin, ma nièce donc, porte les 2 noms de famille. Après c'est un nom de famille très bateau, donc on s'en fiche. Le vrai nom de famille qu'on aurait voulu peut-être garder, en fait, c'est celui de mon grand-père, qui est très rare. En fait, c'est le seul qui est orthographié comme ça en France. Mais heureusement, on a une branche de la famille qui continue très très bien son chemin. Donc nous, ça s'est arrêté de notre côté, mais ça continue ailleurs. Donc voilà, s'il devait y avoir ce genre de questions ou de... Je sais pas comment on appelle ça, d'ego en fait, enfin, c'est de l'ego. C'est réglé. L'autre branche en charge. Mais sinon, le patrimoine génétique, non, je m'en fiche. Enfin... Après, moi, je suis plus dans le partage de savoir, mais de gens de ma génération en fait. Si je dois militer, par exemple, pour la sexualité ou des visions que j'ai, moi, de la vie, je me vois plus le faire à des gens qui ont mon âge, ou un petit peu plus, un petit peu moins, mais à des enfants, enfin... Non, enfin, s'ils me demandent si un jour il faut que j'enseigne... J'ai enseigné à des... C'est pas des ados, des jeunes adultes à l'université, mais voilà, enfin, j'ai pas cette fibre-là non plus, enfin... Je leur enseigne parce qu'il faut leur enseigner, ils veulent faire de la vidéo, donc je leur explique comment on fait de la vidéo. Mais j'ai pas plus vocation, enfin... Et je pense pas qu'on ait besoin de moi, en fait, pour ça. Je sais pas comment expliquer, en fait, non, Alors, ma relation avec les enfants, c'est chaotique. Ça s'améliore au fur et à mesure du temps. Disons que je suis moins mal à l'aise, mais il y a une époque où j'étais très très mal à l'aise. Parce que j'ai toujours peur, au début, de pas savoir communiquer avec eux, de pas comprendre ce qu'ils veulent, pas savoir m'en sortir, en fait. Donc j'apprends avec ma nièce. Et elle est très très cool, donc... Enfin, elle a un âge, en tout cas, où c'est plutôt cool. Mais par exemple, j'ai toujours peur de lui faire prendre son bain, ou de sa douche, ou de l'emmener aux toilettes. Parce que ça, je panique. Mais sinon, le reste, ça va. En fait, je peux faire toutes les tâches d'apprentissage, amusement. Amuser des gamins, tout ça, ça va. Mais alors, tout le reste, les faire manger, les trucs comme ça me fait un peu paniquer. Peut-être tout ce qui a relation à leur corps, en fait. Mais en vrai, je suis assez pudique avec les enfants. Ça me perturbe qu'ils soient aussi en mode balèque. Je suis tout nue, c'est pas grave. Peut-être parce que j'ai trop de pudicité. Quel est ce mot? J'ai intégré en fait tout ce qui est de l'ordre de la pudeur, et eux, ils en ont pas. Et je me dis, ah là là, il y a un problème, il y a un bug, et comme c'est pas mon enfant, j'ai encore plus peur de mal faire, ou de leur faire mal, ou de toucher à leur corps comme il faut pas. Parce que j'aime pas qu'on touche à mon corps comme il faut pas, donc je pense que je projette sur eux des choses. J'ai une relation au corps très compliquée, je suis extrêmement complexée de beaucoup d'endroits. Genre, je déteste mes genoux, j'aime pas mon ventre. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Le gras du coude? Non, le gras de l'aisselle, ça me perturbe aussi. En fait, il y a que ma tête qui... Il y a que ma tête que j'accepte. Donc j'ai beaucoup de complexes. Mais avec ma gynéco, j'ai appris à me foutre à poil devant quelqu'un sans problème. Donc ça me dérange pas. Donc voilà, j'ai moins de problèmes à être nue maintenant, même si j'ai beaucoup de complexes à cause je pense, du regard masculin, mais patriarcal dans ce cas-là, où t'es obligé de te rhabiller pour sortir, tu peux pas sortir avec une jupe trop courte, tu peux pas montrer trop de ton corps parce que sinon tu vas te faire siffler et tout ça, donc je pense que ça fait partie de tout ça.
Et en plus, j'ai des complexes parce que je me trouve grosse, alors que je pense pas l'être. Donc voilà, j'ai une sorte de grossophobie intériorisée assez violente et je sais pas comment en parler sans blesser parce que je veux pas blesser. En fait, les gens qui se trouvent très très bien et qui revendiquent d'être gros, moi je trouve ça magnifique parce que justement j'aimerais être comme eux, comprendre ce que c'est d'être bien dans son corps, quel que soit ton poids en fait. Mais j'y arriverai un jour, j'espère en tout cas. En tout cas, je fais des efforts, par exemple même sortir sans un soutif, ça me perturbe encore. Alors je commence à l'enlever chez moi, mais j'ai toujours des problèmes à cause du fameux téton qui pointe, qui a l'air d'être terrible, mais ça j'arrive pas non plus à l'enlever, enfin j'ai beaucoup de complexes en fait. Donc je suis pudique avec les enfants parce que je pense qu'ils me renvoient une non-pudeur que j'ai oubliée. Et avec les adultes, c'est plutôt complexe. Et aussi, le fameux si tu montres que... Enfin, si tu te dénudes, ça veut dire que t'es intéressé, alors que pas du tout. Enfin, c'est juste, je me sens mieux avec moins de vêtements parce qu'il fait trop chaud. Mais, mais voilà, c'est toujours lié à tout ça. Le regard masculin, le désir que tu pourrais susciter chez quelqu'un alors que toi t'en as pas et que tu vas pas le dire à chaque fois non j'enlève ça parce qu'en fait il fait trop chaud mais je veux pas qu'il y ait de relation parce que de toute façon je n'en ai pas envie donc c'est compliqué. La plupart du temps, les représentations médiatiques de l'abstinence la limitent à deux aspects. Soit l'abstinence voulue, pour des raisons religieuses, pas de sexe avant le mariage, très présente dans les divertissements américains, soit l'abstinence forcée, malgré tous ses efforts, une personne n'arrive pas à avoir de relations sexuelles. Dans ces représentations, l'abstinence est, sinon ouvertement moquée, au moins dépeinte comme une incongruité. Il s'agit d'une période où un individu n'a pas de relation sexuelle avec autrui, de durée probablement plus ou moins longue en fonction du ressenti de la personne. Les raisons à l'origine peuvent être très variées. D'un point de vue personnel, l'abstinence est surtout une conséquence de mon célibat. Donc les aspects positifs ou négatifs sont plutôt ceux du célibat. Le manque purement sexuel ne me touche pas vraiment. Je suis en mesure de me satisfaire par mes propres moyens et ma libido est de toute façon peu développée. De manière générale, je pourrais dire que je m'en fiche un peu. Bien sûr, de temps en temps, je me sens à l'écart lors d'une conversation sur le sexe. Et parfois, je peux même me sentir honteuse quand j'en parle, en fonction de la réaction des gens. Le pire, en fait, c'est le divertissement. Dans un grand nombre de fictions, une bonne partie de la vie des personnages et de leurs relations tourne autour du sexe. Souvent, quand je regarde une série, je me demande « Ces gens ont-ils tous une vie sexuelle si épanouie ?» En plus, dans la fiction, le rapport sexuel est toujours présenté comme parfait, à moins qu'il ne s'agisse d'une agression sexuelle ou d'un viol. Il n'y aurait pas vraiment d'entre-deux, de complexité. L'imaginaire collectif ne reflète pas vraiment l'extrême variété des relations interpersonnelles, alors que comme toute diversité, c'est pourtant d'une grande richesse. Extrait du livre Les corps abstinents d'Emmanuel Richard. Je pense qu'on peut être femme sans avoir d'enfant, et même sans avoir le passing femme. Enfin, il y a des pères qui sont plus des mères que les propres mères, en fait. Donc non, je ne pense pas que le fait d'être maman ou d'être mère, c'est lié à un genre, et même d'avoir au goût des enfants. C'est pas pour rien qu'il y a des mères qui savent pas faire, et qu'elles sont quand même des femmes, mais elles sont pas mères. Enfin, tout est délié, en fait. Si tu veux être une mère, tu es mère ou tu ne l'es pas, tu te définis comme ça ou pas. Enfin, je pense que c'est à chacun de choisir si on veut cette appellation ou pas. Hein. C'est pas inné de l'être. Par exemple, j'ai une amie qui vient d'accoucher et qui a fait un post Instagram où elle se disait « Je viens de découvrir ce que c'est d'être mère, j'avais peur de pas l'être avant de savoir ce que c'était. » Et en fait, c'est pas inné, enfin, c'est pas parce qu'on nous éduque en mode « t'es une femme, t'auras des enfants, tu sais ce que c'est déjà de l'être ». Non, ça s'apprend,
ça s'apprivoise, ça se revendique aussi. Enfin, t'es pas obligé d'être mère si t'as des enfants, en fait. Si tu les aimes pas, si t'as pas la fibre, bah tant pis. Enfin, t'es peut-être leurs amis, t'es peut-être leur pourvoyeur de nourriture, mais si tu ne sais pas ce que c'est être mère. Enfin, c'est comme être femme, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est ce que je me disais d'ailleurs en venant, je me disais, mais en fait, c'est quoi être femme? Enfin, c'est peut-être pour ça aussi que je me vois plus neutre, parce que je ne sais pas au final ce que c'est qu'être femme. Est-ce que si t'es une personne neutre ou une personne masculine, est-ce que tu peux être mère aussi ou père ou enfin, j'en sais rien. Alors on disait tout à l'heure que les mots c'est pratique pour se définir, mais des fois t'es censé l'être et tu sais même pas ce que ça veut dire en fait. Comme être adulte, je sais toujours pas ce que ça veut dire être adulte en fait. Mais non, je pense pas que être mère égale femme épanouie. Non, pas du tout. Mais c'est peut-être parce que je veux pas d'enfant que je dis ça en fait. Et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent l'inverse. Mais non, je pense pas que je suis... Moi, je me sens très épanouie comme ça dans ma vie actuelle, parce que j'ai pas de manque. Je pense que l'épanouissement vient du fait qu'on n'a pas de manque. Si t'as un manque, bah t'es moins épanoui. Peut-être que c'est les enfants qui vont te rendre heureux ou heureuse. Mais non, je pense pas que être mère égale épanouissement en plus déjà. C'est un peu fatigant aussi comme métier. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais faites différemment? Bah non, parce que je pense qu'on fait ce qu'on peut quand on y est en fait. Donc je ne savais pas ce que c'était de l'ACE. Si j'avais su, est-ce que j'aurais été en couple en fait, c'est ça la question? J'en sais rien. Peut-être pas, peut-être que je me serais encore plus réfrénée. Peut-être que j'aurais dit non, en sachant déjà... En fait j'aurais vu tout le négatif, et je me serais dit bah non en fait, c'est quand même beaucoup de négatif. Et j'aurais eu peur que ça me pourrisse mon couple, donc peut-être que je serais pas allée en couple. Donc en fait, au final, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc peut-être que c'est mieux de pas le savoir. Je sais pas, en fait, c'est compliqué, parce que si tu le sais pas, t'as l'air vraiment d'être une chose bizarre qui n'a pas envie de... comme tout le monde. Donc tu souffres, et quand tu le sais, bah... à moins de trouver pile la personne incroyable qui te comprend, bah tu souffres aussi. Yes, la vie est une souffrance. Donc je ne sais pas si j'aurais changé ça. Après mon désir d'enfant, bah non, j'aurais pas eu plus envie ou moins envie, je pense. C'est le deuxième ex avec qui j'aurais potentiellement pu en avoir, mais on était tellement jeunes. Enfin, moi je peux pas avoir. Enfin, ma sœur voulait son enfant jeune, donc elle l'a eu très tôt, à 23 ans, je crois. Et moi, à 23 ans, j'ai l'impression d'être encore une enfant, donc l'âge dans ma tête pour avoir des enfants, c'est celui de ma mère, donc c'était 28. Donc j'ai déjà passé pour moi dans ma tête. Oh, pardon, j'ai touché le micro. Et donc là, j'en ai 30, et je me dis, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que... Mais il paraît que non, maintenant, on peut faire des enfants jusqu'à 40. Donc voilà, c'est une vaste question. Je ne sais pas, en même temps, j'ai pas envie d'avoir d'enfants. C'est compliqué. Donc je ne sais pas si je changerais ça, parce que je ne peux pas changer qui je suis. Donc je changerai pas ma sexualité, je pourrais pas changer mon envie d'enfant, puisque j'en ai pas envie depuis longtemps. Donc je sais pas si j'aurais changé quelque chose. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent? Alors déjà, aux personnes qui ont une sexualité, j'ai envie de dire que bah, si vous n'avez pas de désir à certains moments, je pense que c'est normal. Enfin, on peut pas être au taquet en permanence. Et je pense surtout aux mecs, en fait. Je me demande souvent si le fameux cliché qu'un mec est toujours en vie, est-ce que c'est vraiment vrai? Je ne suis pas sûre, en vrai. Donc ce que je pourrais dire, c'est peut-être exprimer plus, peut-être en parler, dire bah moi je ressens ça, ou moi j'ai du désir à tel moment ou pas à tel moment, et peut-être en parler de plus en plus, comme ça on se rendrait compte que bah, c'est pas binaire, c'est pas soit un mec a tout le temps envie, une meuf a jamais envie, et donc elle est toujours en train de subir entre guillemets son mec. Je pense qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de désir et on n'en parle pas beaucoup non plus. Donc voilà, ce serait plutôt de parler et de créer la nuance, parce qu'on est beaucoup dans le cliché un peu noir-blanc. Et pour les aces, enfin toutes les personnes plutôt qui ne ressentent pas de désir sexuel ou romantique, on n'a pas parlé de romantisme parce que je ne suis pas romantique, c'est de se renseigner sur ce que c'est, de voir qu'il y a des gens, d'aller lire des témoignages de gens, de se rendre compte qu'on n'est pas anormal, que c'est tout à fait légitime en fait de ne pas avoir de désir. Si des gens ont beaucoup de désir, pourquoi il n'y aurait pas l'inverse? En plus, le spectre de la sexualité est tellement large qu'on peut être à 0 comme on peut être à, je sais pas, à 10% du temps, 20% du temps, 40% du temps. Enfin, c'est très variable, donc faut pas rester bloqué. En fait, il n'y a pas de cage, justement, c'est des parapluies.
C'est ça qui est bien dans la sexualité, dans toutes les sexualités qu'on découvre de plus en plus, c'est que c'est des parapluies en fait, et on est dans l'un, dans l'autre, on peut fluctuer, il n'y a pas de norme en fait. La norme n'existe pas. Alors là, c'est plutôt militant. Il y a un truc qui me dérange dans toutes les luttes LGBT, c'est que les aces, comme ils n'ont pas de sexualité, on les considère pas. Donc on est encore plus mis à l'écart que ce qu'on nous met déjà à l'écart. Ce que j'aimerais bien dire, c'est qu'à toutes les militantes LGBT, c'est d'aussi ouvrir la parole aux aces. Ce ne sont pas des gens qui se camouflent pour aller draguer en douce, comme on entend, surtout pour les mecs ace, qui est, je pense, très triste comme constat, en fait, se dire c'est un mec qui va dans les groupes ace pour aller draguer de la zouze. J'y crois pas, en fait, si une personne se revendique ace, c'est qu'elle l'est. Donc voilà, c'est ouvrir aussi à ceux qui n'ont pas de sexualité, parce que ça fait partie aussi des sexualités, et de ne pas nous rejeter encore plus qu'on est déjà. Déjà qu'on n'est pas beaucoup, je crois qu'on est 3 ou 4% de la population, donc mondialement ça fait beaucoup, mais ça fait pas beaucoup sur le nombre entier de gens qu'on est. Donc si en plus on nous met à l'écart de l'écart, ramenez-nous avec vous. C'est la question philosophique, c'est ça? Ouais. À 20 000 euros. Et enfin, dernière question, est-ce que tu es épanouie? What? Voilà la question. Alors là, je suis dans un bon jour, donc je suis contente, tout me va en fait. J'ai des amis, j'ai pas envie d'être en couple, je suis pas amoureuse de quelqu'un, j'ai pas envie d'enfant, j'ai pas envie de faire l'amour avec quelqu'un, mon travail ça se passe bien, tout ça. Donc là, oui, je suis épanouie, mais il y a des fois où j'ai envie d'être en couple, il y a des fois où ça m'ennuie d'être ace parce que ça me pose tout plein de problèmes. Il y a des fois où je me sens seule, il y a des fois où même mes amis ça suffit plus. Enfin voilà, en fait ça fluctue, en fait, ça fluctue. Mais en ce moment, oui, je suis très épanouie. C'était Môme de Laura Bois. Merci à Raphaël d'avoir accepté de partager son histoire dans cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu, et si c'est le cas, 3 moyens de soutenir le podcast. Partage-le autour de toi ou sur les réseaux sociaux. Commente-le, note-le ou abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée. Enfin, tu peux donner même 1 € pour soutenir le podcast financièrement grâce à ma page Tipeee. N'hésite pas à me contacter si tu as envie de partager ton histoire sur un épisode court ou long. Et tu peux me retrouver sur Instagram @mom_podcast. À bientôt! Et toi, t'en veux des mômes?